Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Attention, épisode coup de cœur. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec une chef talentueuse et attachante dont le parcours va vous regonfler à bloc. Alessandra Montagne a surmonté bien des obstacles et le moment venu, s'est accordé le droit de faire ce qui l'inspirait profondément, la cuisine. Une cuisine de produits, goûteuse et généreuse. La joie qui habite Alessandra et son envie de faire plaisir se ressentent dans chaque centimètre carré de son restaurant, Nosso, où elle nous reçoit comme chez elle. Cette envie de proposer le meilleur à ses clients, Alessandra l'étend à ses collaborateurs. Les vies harassantes de la restauration n'ont pas leur place chez elle. La vie du restaurant doit s'adapter à la vie personnelle et non l'inverse. La preuve que d'autres modèles de gastronomie sont possibles. Avec pour mot d'ordre toujours, et avant toute chose, la bienveillance. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibotta et voici le portrait d'Alessandra Montagne dans Girls in Food. Bonjour Alessandra Montagne. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Alessandra Montagne, j'ai 44 ans et je suis chef du restaurant Nosso, chef propriétaire du restaurant Nosso à Paris 13e. Si on remonte dans ton enfance, est-ce que la cuisine, c'était quelque chose d'important dans ta famille ? Ah oui, en fait, j'ai grandi dans une famille qu'on peut dire nombreuse, oui, parce que ma grand-mère, elle a eu 9 enfants. Et moi, j'étais la petite dernière qui arrive, donc le petit 10e, parce que ma mère m'a eu, elle n'avait pas les conditions pour m'élever, donc elle m'a laissée à ses parents. Et j'étais un peu inattendue, comme ça. Je suis arrivée, la petite 10e, donc oui, une famille nombreuse. Donc il fallait cuisiner, ma grand-mère cuisinait tous les jours pour 12 personnes. Et donc les repas prenaient quand même une place importante, quoi. Quand il faut faire à manger pour 12 personnes, il y a toute une logique, toute une logistique qu'il faut avoir à la maison. Bien sûr. Et est-ce qu'il y avait un plat de fête particulier, un plat du dimanche, Oui. un plat de célébration qui me rappelle des bons souvenirs? Non, il y avait plusieurs. Déjà, tous les dimanches, on mangeait un poulet. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai gardé à la maison. Je fais souvent le poulet du dimanche. Donc, on choisissait une poule. Dans la semaine, c'est bon, le dimanche, c'est elle. Donc, parce qu'en fait, ta famille élevait ses poules. Oui, on élevait, bien sûr, on avait nos poules, nos cochons, on avait le bœuf, on avait un très grand potager, on avait tout. Donc, au final, on avait la possibilité de tout avoir sur place, quoi. Et j'aimerais bien du coup qu'on revienne sur ça parce que tu es née au Brésil. Oui. Donc c'est là où quand tu nous parles de cette famille, c'était au Brésil. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta jeunesse au Brésil ? Oui, je suis née au Brésil à Rio. Ensuite, mon père, c'est une histoire un peu traditionnelle, enfin pas traditionnelle, mais ça arrive beaucoup au Brésil, donc je ne suis pas du tout un cas isolé. Mon père m'a abandonnée à la naissance, il ne voulait pas d'enfant. Et ma mère, elle était assez jeune quand je suis née et elle n'était pas psychologiquement prête ni financièrement équipée pour pouvoir élever un enfant seul. Elle n'avait pas de travail, elle avait absolument aucune structure psychologique ni financière ni rien. Donc, elle m'a confiée à ses parents et c'est eux qui m'ont élevée. Donc, aujourd'hui, à 44 ans, c'est des choses que j'entends et que j'ai appris à vivre avec. Mais effectivement, mon enfance, elle était très heureuse. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai pas vécu dans le luxe. Après, qu'est-ce qu'on entend par luxe aujourd'hui ? Tu vas aujourd'hui dans certains pays avoir un toit et à manger, c'est du luxe. Tout à fait. Donc j'ai vécu dans le luxe. Mais j'avais pas de chaussures, j'avais pas des sacs, j'avais pas de vêtements. Ma grand-mère était couturière, elle prenait des tissus, elle me faisait mes petites robes, mes petites shirts. Voilà, c'est comme ça que j'ai grandi comme ça. Donc j'estime que j'ai grandi dans le luxe parce que j'ai grandi avec tout ce qui était nécessaire à un enfant pour vivre bien, en bonne santé,
J'ai jamais eu faim, dans mon enfance en tout cas. Donc voilà. Donc c'était une enfance joyeuse. J'étais entourée avec d'autres enfants, des cousins, etc. Mais il me manquait, je sentais quand même cette différence par rapport aux autres enfants qui m'entouraient à l'époque, ce manque de parents, enfin de vrais parents. Bon, bref, c'était le modèle traditionnel quoi, mais voilà, j'ai vécu un peu avec ce trou, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Est-ce que quand tu étais enfant, il y avait un métier qui te faisait rêver? Est-ce que comment tu te projetais dans l'avenir? En fait, ma grand-mère donnait une très grande valeur aux instituteurs parce que en fait, c'est marrant. Ma grand-mère était illettrée. Mon grand-père, il a fait des études de théologie. Il était censé devenir prêtre et il est tombé amoureux de ma grand-mère. Il a tout arrêté. Donc c'est lui qui l'a appris à lire et à écrire. Donc c'est trop mignon, tu vois. Donc elle a trouvé que c'était génial les institutrices et tout ça. Et au final, quand elle disait à toutes ses filles, enfin que je faisais partie, j'étais petite fille, mais je l'appelais maman aussi. Ah, il faut devenir institutrice, c'est vachement bien. Ouais. Donc moi finalement, je suis partie pour devenir institutrice et je l'ai fait. Donc j'ai fait l'école d'instit. C'est un peu comme en France, c'est sur 2 ans. En France, je crois que c'est 2 ou 3 ans, je sais plus. Après le bac. Et du coup, j'étais institut, c'était mon premier métier. D'accord. Et bon, on va parler de la suite de ta vie et de ta carrière. Donc, effectivement, tu t'es éloignée de ce premier métier. Mais est-ce qu'il t'en reste quelque chose aujourd'hui? En fait, j'ai fait ça juste 1 an et j'ai compris que je pouvais pas, c'était pas du tout une vocation et que j'aimais pas le faire, quoi. Donc, j'allais pas pouvoir, faire un métier où j'allais être heureuse et pouvoir transmettre ça, donc c'est pas possible. Et finalement, aujourd'hui, de l'institutrice, enfin, quand on fait une école pour apprendre à apprendre, ça sert en fait toute la vie parce qu'on développe une certaine méthodologie de l'apprentissage. Comment on va apprendre quelqu'un quelque chose? On peut pas l'apprendre en criant, en étant méchant. Voilà, il y a une méthode d'apprendre que j'ai appris et que ça me sert aujourd'hui pour mes apprentis, pour mon staff, dans mon métier de tous les jours, parce que surtout à bientôt 45 ans, c'est surtout la transmission, parce que un élève qui va arriver, moi ça y est, je dis pas que c'est fini, mais non, bon, tu as encore plein de choses j'ai encore plein de choses à faire, écrire. Mais bon, dans 15 ans, grosso modo, voilà quoi, c'est un métier que ça va commencer à être derrière moi. Dans 15 ans et 15 ans, ça passe vite. Donc aujourd'hui, je suis dans une démarche de plus de transmission. J'apprends encore, beaucoup, tous les jours, tout le temps. Mais je pense qu'il faut commencer à passer la main, quoi, passer le flambeau à un moment donné. Et est-ce que tu penses que dans le cursus traditionnel de français de cuisine, c'est quelque chose qui manque, cette dimension d'apprendre à transmettre? Ah, absolument. J'ai compris ça quand je suis arrivée en cuisine, j'avais 30 ans. Et en fait, maintenant, je sais pas, ça fait déjà 12-13 ans que je suis en cuisine, donc je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a quelques années, c'était très compliqué. Voilà, c'était plutôt l'humiliation, plutôt le harcèlement. Ils n'ont pas de méthode. Au restaurant, les chefs n'avaient pas de méthode d'apprentissage. Ouais, parce que c'est exactement ce à quoi je pensais quand tu disais que toi, tu avais compris que pour faire apprendre les choses aux gens et transmettre, il fallait une forme de bienveillance. Bien sûr, c'est la bienveillance en premier lieu, quoi, et pas crier, et pas insulter, et pas humilier. Mais c'est toujours pas c'est toujours des méthodes qui sont malheureusement encore en vigueur dans certains établissements. C'est toujours en vigueur cette histoire d'humilier et maltraiter les gens, et c'est pas comme ça qu'on apprend, donc très compliqué, quoi. Très compliqué. Si on revient sur ton parcours, donc là on t'avait laissé au Brésil institutrice. Comment on fait la transition avec la chef parisienne? Il s'est passé tellement de choses, tellement d'eau sous les ponts. Il a coulé tellement d'eau sous les ponts avant d'arriver ici. Là, vous voyez la petite face visible de l'iceberg, mais
Il y a eu tellement de travail, tellement de peur, d'angoisse, de larmes, de rire. Il y a eu tellement de choses pour arriver jusque-là aujourd'hui. Je ne peux pas vous le raconter en 1 heure. Voilà, je peux passer 2 jours ici à parler. Et ça va être insupportable à entendre parce que c'est trop long. Est-ce qu'on peut revenir sur les principales étapes? Les principales étapes, voilà, je suis arrivée en France, un pays que j'ai tout de suite aimé. Pourquoi avoir choisi la France? En fait, ma mère habitait en France. D'accord. Et donc, j'ai rencontré ma mère assez tard. Parce que bon, il se passait plein de choses, enfin bref. Et donc, c'était une opportunité de vivre avec elle pendant quelques temps et d'apprendre à parler français. Donc, je suis venue pour rester quelques mois et puis, voilà, je suis restée, depuis 21 ans. Mais j'ai aimé Paris. Dès le jour où j'ai posé les pieds ici, j'ai su intimement que j'allais rester. J'avais ce sentiment très fort d'appartenance. C'est comme si j'étais là où je devais être à ce moment-là. Voilà, j'ai ressenti ça très, très, très fort. Je me rappelle sortir de la voiture. La première chose que j'ai vue, c'est la Tour Eiffel, puisque mon beau-père, à l'époque, m'a amené en bas de la Tour Eiffel. J'ai regardé, j'étais écrasée, en fait, un sentiment que je n'ai plus jamais vécu après. Et là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve un moyen de rester, de faire ma vie ici, d'accomplir des choses. C'est ici, je sais pas ailleurs. Et la France, elle m'a ouvert les portes. Ce pays m'a tout donné. Aujourd'hui, je suis sûre, absolument certaine, que si j'étais restée dans mon pays, j'aurais pas eu les chances que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui, parce que le Brésil, c'est vachement sectionné. On parle de racisme en France, mais au Brésil, c'est autre chose, le racisme. C'est du vrai. Là, c'est... Voilà, moi, je suis une femme noire, pauvre, née dans une favela. Niet, j'ai rien. Okay. Voilà. Donc, aujourd'hui, les universités sont payantes. Le gouvernement est obligé de mettre en place un quota pour les noirs et les pauvres à l'université. Moi, je trouve ça insupportable. Et pour avoir accès à ce quota-là, enfin bref, c'est tout un système qui fait que toutes les portes sont fermées. Ouais. C'est inaccessible. Quand on est pauvre, c'est inaccessible. En France, c'est pas vrai. C'est ouvert. Il faut juste remplir un dossier d'inscription, on peut y aller où on veut. Ok, il faut avoir des bonnes notes, mais voilà, l'enseignement est là, c'est le même programme pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est intéressant comme retour d'expérience. Alors moi, je peux en parler parce que je suis étrangère, je suis femme, je suis noire, je suis pauvre, donc je peux en parler. Je suis arrivée ici, j'avais 0 franc dans la poche, 0. Donc voilà, je suis désolée. C'est quand même un système, c'est un pays, et c'est voilà, j'ai eu cette chance ici, quoi. Ça sort pas de nulle part. Hein. Voilà, pouvoir aller à la fac gratuit, il n'y a pas beaucoup de pays, hein. Voilà, avec des frais d'inscription au minimum syndical, avoir accès à toutes ces études, à une bibliothèque plein de livres, avoir accès à tout ça, c'est dingue, quoi. Pouvoir se soigner gratuitement aussi, aller à la pharmacie, prendre ses médocs. Enfin, je veux dire, faut que les gens aient des plaintes, quoi. C'est pas possible. Alors, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, je peux le dire parce que je suis étrangère. Donc, c'est vraiment, merci la France, merci. J'arrête pas de dire quel pays extraordinaire, quoi, d'accueillir comme ça quelqu'un d'ailleurs. Et justement, quand tu es arrivée, qu'est-ce que tu imaginais faire ici comme métier? Est-ce que tu avais déjà ce rêve de cuisine ou est-ce que c'est venu plus tard? Ça s'est concrétisé plus tard? En fait, j'avais pas du tout de rêve de cuisine quand je suis arrivée. En fait, c'était... Tu avais quel âge quand tu es arrivée? J'avais 21 ans. Donc déjà, c'était très compliqué parce que j'avais un enfant quand je suis arrivée. D'accord. Voilà, j'avais André déjà qui était né, qui était resté au Brésil. Il avait 5 ans. Il est né quand j'avais 17 ans. Donc j'avais 22 ans quand je suis arrivée. Donc il fallait... Priorité, c'est comment je vais faire pour... ramener mon fils. Voilà. Aussi simplement que ça, lui donner accès à une vie meilleure, qu'il puisse faire des études, qu'il puisse devenir quelqu'un, qu'il puisse... voilà. C'était le principal, quoi. Je devais gagner de l'argent, je devais trouver très vite un travail. J'avais un visa étudiant, il fallait que je le transforme en visa travail, donc voilà. Et c'est le parcours du combattant en France, quand on est étranger. Ça, c'est le genre de choses qu'on n'en parle jamais, mais... Quand on fait la queue à minuit pour avoir accès au guichet à 8h du matin, il y en a déjà le 50e dans la queue quand on arrive à minuit. C'est des choses qu'on n'en parle pas, mais je l'ai vécu ça, je l'ai vécu dans ma peau. C'est normal de faire tout ça, tu vois, c'est juste que
Non, mais c'est vrai il faut regarder partout tous les chemins où on a passé. Ouais. Voilà, c'est pas... Il y a des périodes qui étaient très difficiles, la peur au ventre. J'avais peur de pas avoir mon visa tous les ans, tu vois. Ouais. Non, donc, quand je suis arrivée, la priorité, c'est... voilà, quoi, travailler. Donc, j'ai passé par tous les métiers. J'ai fait du ménage, j'ai fait du babysitting, tu vois. Et puis, j'avais pas peur de travailler, quoi. J'avais pas peur. Il fallait que je m'en sorte. Il fallait que tu t'en sortes, ouais. Il fallait que je m'en sorte. Et donc, quand on a besoin de travailler pour manger, pour la responsabilité d'une mère, pour nourrir son enfant et pour le faire venir, la passion, elle a pas lieu d'être. Elle n'a pas sa place, ouais. Elle n'a pas sa place. La place, c'est comment je vais remplir mon frigo à la fin du mois. Et de petit à petit, évidemment, il y a ce choc culturel lié à la nourriture, où j'ai très rapidement remarqué le temps que les Français passent à manger, cette passion, les gens peuvent passer des heures à parler bouffe, ça c'était nouveau. Les odeurs, j'étais passionnée par toutes ces odeurs très rapidement, et j'ai mis du temps en fait à faire le lien entre ça et une passion. Okay. En fait, très rapidement, j'ai cuisiné en fait pour mes potes, pour les amis, pour la belle famille. J'ai cuisiné beaucoup pour les gens, et les gens n'arrêtaient pas de dire: Alessandre, t'as quand même 22 ans, 23 ans, tu cuisines beaucoup, c'est vachement bien. Pourquoi tu fais pas de ça ton métier? Mais tu sais, j'ai du mal à percuter, quoi. Ouais. Et j'ai commencé à acheter de plus en plus de livres de cuisine. J'ai commencé à acheter de plus en plus de choses liées à la cuisine, à regarder des blogs, à regarder des trucs. J'ai dit: ouais, mais en fait, j'adore ça. Je passe tout mon temps libre. C'est quand même un signe. Et puis voilà, j'ai attendu quand même la naissance de ma deuxième fille, de mon deuxième enfant, de Thaïs, avant de dire: bon, ok, j'y vais, quoi. Donc, j'ai d'abord amené mon fils, je l'ai intégré vraiment bien. Une fois que tout allait bien, qu'il était à l'école, j'ai eu un autre enfant. Et la petite, quand elle avait donc 2-3 ans, c'est là où je me suis lancée. Voilà. Et ça a été comment le déclic, en fait, de se dire: voilà, ça y est, je me lance dans une nouvelle carrière, en quelque sorte, parce que c'est une chose d'adorer faire la cuisine chez soi ou pour ses amis, et c'est professionnellement, c'est autre chose. C'est presque une folie, parce que bon, j'avais quand même le parcours a été semé quand même de plein de difficultés, mais bon, quand j'ai décidé de me lancer là-dedans, c'est là où ma vie était à l'époque hyper carrée, quoi. J'étais mariée, j'avais un travail dans une entreprise où j'avais un bon salaire. J'ai travaillé déjà depuis 7 ans là dans cette entreprise. J'avais tout le monde m'adorait. Je travaillais super bien. J'ai rempli tous mes objectifs. Sur le papier, tout roulait. Tout roulait. J'ai travaillé énormément. J'ai compté pas mes heures. Donc du coup, mon patron m'adorait. Normal. J'avais envie que la société progresse. Et où tout était bien. Et là, en fait, je me suis dit: non, je vais me donner une chance à moi maintenant. J'ai toujours tout fait bien. D'abord, c'était mon fils, après machin, ma petite aînée, le mariage, tout va bien. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose que j'aime. Et qu'est-ce que j'aime? C'est la cuisine. Et donc là, du coup, waouh, énorme déclic. Et je me suis inscrite à l'école. Et puis voilà. Ça, déjà, c'est un premier pas, parce que on entend régulièrement parler de chefs qui sont autodidactes. Ouais. Mais toi, tu as décidé de te former, de retourner à l'école. J'aime bien. En fait, je suis un peu carrée. J'aime bien faire les trucs bien. Je me suis dit que c'était important pour moi, si je démarre une activité à 32 ans, de connaître les bases, de bien comment les faire. Et après, si je vais dévier et faire différemment, au moins je sais comment il faut que ça soit fait pour de vrai, bien, avec un prof et tout. Je voulais pas faire comme ça autodidacte. Déjà, je me suis dit: j'étais brésilienne, qu'est-ce que tu veux faire autodidacte, cuisine française ici, c'est même pas ton pays, il y a plein de choses que tu sais pas faire. C'était pas quelque chose qui te parlait de proposer de la cuisine brésilienne en France? Je voulais vraiment faire la cuisine française. Je voulais apprendre à faire la cuisine française et avoir les bases. Quand on est français, on peut être autodidacte. C'est la cuisine qu'on mange depuis qu'on est petit, à l'école, partout, non. Mais quand moi, j'avais jamais peut-être mangé une blanquette de veau, tu vois, donc je savais pas, j'avais pas idée ce que c'était, donc il fallait vraiment que
Donc voilà, donc je me suis lancée, donc école de cuisine, école de pâtisserie. Oui, c'est ça, parce qu'ensuite tu as enchaîné les deux, en fait. J'ai enchaîné les deux sur les 2 ans et c'était dingue. C'était trop bien, c'était top. J'ai appris tellement de choses. C'était un monde qui s'est ouvert, en fait. Tu as fait des stages? J'ai fait des stages. Comment ça s'est passé, ce premier contact avec une cuisine professionnelle? Alors, c'est marrant parce que le premier contact, c'est une catastrophe. Et ensuite, le deuxième, ça s'est hyper bien passé. Mais heureusement que, voilà, j'ai dit, oh, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ma cœur. Ouais. Est-ce que tu peux, du coup, nous raconter un peu? Je peux pas dire le lieu, mais le premier endroit où j'ai travaillé, à la première semaine de boulot, juste pour donner une idée, j'ai reçu une fessée, une vraie, hein, pas une petite fessée, le chef qui te prend par le bras, qui t'allonge sur le plan de travail, te fait une bonne fessée. 31, 32 ans, mère de famille, mère de 2 enfants. Voilà, bon. Ah oui, c'est... Ouais, un peu compliqué. Et après, c'est hyper choquant, hyper choquant. Donc c'est là où j'ai dit non, là c'est pas possible. Donc j'ai dit soit j'arrête l'école, soit je vais ailleurs, mais tout de suite. Donc heureusement mon prof m'a entendu. Et c'est là où j'ai entamé The Kitchen Gallery, où j'ai commencé à travailler avec William Ledoy. Et c'était incroyable, super ambiance de cuisine, beaucoup d'étrangers pour le coup, donc tout le monde hyper uni, hyper bienveillant. Vraiment une cuisine, vraiment plein d'amour. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler chez William. Mais la première expérience, elle était très, très compliquée. Mais ça aurait pu te dégoûter. Ça aurait pu me dégoûter. Ouais. Mais bon, je me suis dit, c'est mort, quoi. Il va pas me dégoûter. Et du coup, je suis très heureuse. J'ai tenu le coup. Et puis après, j'ai bossé dans d'autres endroits. Et puis ça, on voit quand même qu'il y a une violence latente. Mais à quoi tu vois ça? On voit par certains points dans certaines cuisines. Moi, j'ai d'autres copines qui étaient dans d'autres endroits. Par exemple, on était 11 dans notre promo. C'est que moi qui suis restée. Tout le reste, tout le monde est arrêté. D'accord, ils n'ont pas continué, ouais. Ils n'ont pas pu. Trop de pression, trop de violence, trop de tu sers à rien. En fait, t'es nul. En fait, t'es une merde. En fait, tout ce que tu fais, c'est de la merde. À un moment donné, arrête, quoi. Ouais. Donc, tout le monde... après, ils ont mal tombé. Enfin, voilà, ils sont mal tombés dans des endroits avec trop de pression. Mais c'est quand même significatif que sur 11, il n'y en ait qu'une qui reste. Ouais. Tous n'ont pas pu mal tomber. Enfin, c'est-à-dire que c'était quand même un problème global, quoi. C'est un problème global dans la restauration. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. En tout cas, chez moi, ça se passe pas du tout comme ça. Mais les gens, ils se permettent des choses qu'ils ne devraient pas, en fait. Voilà. Sur l'excuse de trop de pression, je suis désolée, quoi. Je peux pas... Moi aussi, je subis trop de pression. À quel moment tu dis à quelqu'un ce que tu fais de la merde? Non. À quel moment, quoi. C'est bien de voir qu'un autre modèle est possible. Un autre modèle est possible, tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Et justement dans la transmission, de montrer à tes équipes ça. qui peut-être un jour deviendront eux-mêmes chefs de leur propre restaurant. C'est important en fait de communiquer, de parler, de pas dire ce qui va pas au moment du service. Même si la personne fait un truc, tu attends la fin du service, tu t'assois et tu discutes. C'est d'être gentil, c'est d'être bienveillant, c'est d'être à l'écoute. Tous aussi sont à l'écoute quand moi, ils sentent que j'arrive et que je suis fatiguée ou que ça va pas. Ils sont tous aux petits soins avec moi. Donc, c'est juste dire que c'est beau, que c'est bien ce qu'ils font. Parfois, ils se demandent pas plus. Hein. Tu vois, quand un salarié vient, fait un truc, beaucoup d'efforts, qui met beaucoup de soins, beaucoup de temps à faire un truc qu'il vient me montrer, rien que, même si c'est pas parfait, je dis c'est merveilleux, c'est magnifique, merci beaucoup. Il aurait pu faire n'importe quoi, il aurait pu simplement ne rien faire du tout. Il a fait, c'est génial. Apprenons à dire merci aux gens, quoi. Merci, voilà, c'est tout. Des fois, juste ça, et puis un petit câlin, et bravo. Ouais. Voilà, la personne est déjà super contente et motivée. Voilà, sa journée est plus que motivante pour la suite. Elle est reboostée. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit que tu allais lancer ton propre restaurant? Donc après, à un moment donné, j'ai voyé quand même si c'était très bien dans les endroits où je travaillais, les horaires ne me correspondaient pas forcément parce que voilà, le travail le week-end et moi je voulais pas ça. Et puis je me suis dit, avec mon ex-conjoint, le père de ma fille,
qui, lui, il voulait me suivre dans ma passion, et c'était aussi la sienne, bien évidemment, mais lui, il était plus autodidacte pour le coup. Que nous allons ouvrir un restaurant. Donc, on a ouvert ensemble le premier restaurant, donc Tempero. Ouais. Et ça s'est super bien passé. C'était un restaurant qui a ouvert beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour de cet endroit. Donc, on était juste tous les deux. Et on faisait vraiment tout par rapport à notre vie de famille. Voilà. Nous, on avait une petite, un ado. Il fallait pas travailler le week-end. Dans la semaine, pas plus que 2 soirs. Notre première serveuse, aujourd'hui, on est témoin de son mariage. On connaît toute sa famille, ses parents. Enfin, c'est devenu un peu la famille. Donc voilà, chaque personne qui arrivait dans l'équipe, d'abord, après, il y a eu un apprenti, ensuite un stagiaire. Donc c'est tous des gens qui ont participé à cette histoire et qui aujourd'hui sont des personnes qui comptent énormément pour moi, pour Louis, pour nous, quoi, et qui ont fait partie de notre histoire. Et c'était vraiment, avant d'être un restaurant, c'était aussi une histoire d'amour parce qu'on s'accomplissait dans notre lieu. Et puis évidemment, c'est un métier qui est difficile, donc on finit par créer des écarts, aussi dans le couple, malheureusement. Même si on a tout fait, voilà, le couple n'a pas résisté. Je voulais continuer à m'agrandir, améliorer, apprendre des choses. Lui, il était content avec ce qu'on avait. Et à un moment donné, on a fait des synchronisé, choix, mais ouais. Voilà. Et donc ce format, finalement, ça montre aussi que le format que vous aviez choisi ensemble de faire un restaurant par rapport aussi à votre vie personnelle et non pas par rapport à ce qu'il faut faire. Par rapport à l'argent, déjà, ouais. Non, c'était pas possible. Alors, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, on était petits. Ouais. Et ça fonctionnait. Alors, j'ai fait la même chose chez Nosso. On n'ouvre pas le week-end, on n'ouvre pas tous les soirs, on n'ouvre que 3 soirs et 5 midis. Pour l'instant, là, je dis bien pour l'instant, on est ouvert depuis 4 mois, ça fonctionne. Et on croise les doigts pour que ça continue à fonctionner parce que c'est vraiment idéal, quoi. Quand on travaille tous les midis, tous les soirs, je ne vois pas comment on peut avoir une vie, avoir une passion et continuer à aimer ce métier. C'est pas possible. À un moment donné... Et est-ce que ce qu'on entend en ce moment suite à la crise sanitaire, justement, au fait que les restaurateurs peinent à recruter en cuisine notamment, enfin les chefs n'arrivent plus à recruter parce que les salariés en fait ne veulent plus travailler comme avant. Personne ne veut travailler. Voilà. Est-ce que toi ça te fait Est-ce que toi ça te fait enfin voilà, finalement toi qui as choisi un autre modèle. Alors moi, je n'ai aucun problème pour recruter parce que je travaille pas le week-end, samedi, dimanche c'est off et lundi, mardi soir off. Donc au final, moi j'ai aucun problème pour recruter. Donc j'ai des gens ici qui ont tous des salaires quand même qui sont les mêmes qu'ailleurs où ils travaillent 5 jours sur 7 midi et soir. Ils ont le même en travaillant pas le week-end et en travaillant pas 2 soirs par semaine. Donc du coup j'ai plein de gens qui veulent venir. C'est difficile, il faut travailler plus parce qu'il faut remplir vraiment le restaurant. Et après, le problème de la crise a mis en évidence quelque chose de très important dans la restauration, c'est que nous, on subit l'impact, en fait, nous, en tant que restaurateur, en tant que chef, un impact qui devait être subi par le client final. En fait, les gens veulent payer pas cher et manger super bien. Sauf que ça a un coût. Quand j'ai 3 entrées, 3 plats dans ma carte et 3 desserts, et que chaque chose que vous mettez dans la bouche à fait maison, ça me prend un temps infini. Donc, il y a beaucoup d'heures de travail de chaque personne pour pouvoir... Voilà. Et en plus, on rajoute à ça des produits locaux, des produits de producteurs, bio. Moi, quasiment 98% de ma carte est bio. Oui. Donc là, tu disais que c'est pas possible de nourrir quelqu'un pour 15 € en faisant tout ça. C'est ça, le problème dans la restauration, c'est que les gens veulent super bien manger pour pas cher. Donc nous, en tant que, voilà, il faut payer bien les salaires, il faut pas beaucoup travailler parce que sinon les gens, bientôt il y aura plus de restaurants. Ce sera un luxe d'aller au restaurant entre les dark kitchens, les fast-food. Il y aura plus de restaurants, quoi. On peut pas dire qu'on va dans un endroit qui est joli, avec plein de gens qui travaillent, s'asseoir à table, être servi, avec que des produits de qualité, manger super bien et payer 15 €, c'est pas possible. Donc, faut faire un choix. Donc, nous, on était obligés d'augmenter un petit peu le menu, ce qui est pas grand chose, 24 € pour le midi, punaise.
24 euros. C'est-à-dire que, au final, moi, en tant que patron, en fait, qui est propriétaire d'endroit, qui doit du coup me serrer la ceinture pour pouvoir monter ses prix parce que il est hors de question que mes salariés le subissent. Et les clients, ils sont pas prêts à payer le vrai prix juste qu'il faut aujourd'hui pour manger. Donc ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème. Et là, je ne sais pas comment le résoudre parce que c'est un truc collectif. C'est les gens, il faut qu'ils comprennent qu'on peut pas aller au restaurant et puis vouloir que les salaires, que les gens gagnent normalement leur vie et qu'ils ils travaillent pas le week-end et 80 heures par semaine, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une balance à faire qui est très compliquée. Il y a une équation qui est presque insoluble, quoi. Elle est insoluble si le client final ne veut pas payer le prix juste. Le prix juste aujourd'hui, c'est quoi? Voilà. Quand on dit que tout est fait maison, qu'on achète le producteur, que nanana, et que l'addition est à 17-20 euros, comment, alors donc quelqu'un derrière ne gagne pas d'argent, ne gagne pas sa vie, ne vit pas correctement. Et aujourd'hui, ce quelqu'un-là, c'est moi. Alors, soit c'est ça. C'est bien que le consommateur aussi l'entende. Voilà, l'entende. Donc, soit c'est ça, soit on fait un restaurant où on achète congelé, où une partie des choses ne sont pas faites maison, où les salariés travaillent 80 heures par semaine. Moins de salariés. Pour avoir moins de salariés ou pour avoir plus de services. Parce que moi, c'est très bien. Si on met 2 services en plus, pas de problème. D'accord? Je mets samedi, dimanche ou lundi, mardi. Mais vous avez vu? Travailler, arriver ici à 9h du matin, 5 jours par semaine et rentrer chez eux à 1h du matin, c'est pas possible, non. Et c'est ce qui fait beaucoup, 80% des réseaux. Moi, je peux pas faire ça. Je suis désolée, je peux pas. Pour moi, dépasser 42 heures de semaine par semaine, c'est pas possible. On n'a pas de vie, on n'a pas à voir sa famille. Donc voilà, là, je suis en train de réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire, quoi? Comment est-ce qu'on peut faire? Donc, on a tenté, on a augmenté un tout petit peu le prix du menu. Vraiment, 4 euros en plus, ça nous fait respirer un peu, ça va, mais il faut que le client final accepte. On prenne l'économie d'un restaurant aussi. Payer le prix juste. Il faut payer le prix juste, il faut accepter que quand on est assis dans un bel endroit, ou même dans un endroit tout court, on a des gens qui vous servent, qui vous font à manger, derrière plein de gens qui travaillent. Voilà. Il faut... alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'ouverture de Nosso, qui a ouvert il y a quelques mois, en 2021. Comment est né ce projet de nouveaux lieux, plus grand que ce que tu avais connu avant chez Tempero? En fait, la Tempero est à 5 minutes d'ici à pied, c'est juste à côté. Et quand j'ai répondu à l'appel d'offres pour avoir cet endroit, du coup, j'étais trop contente parce que c'est un bel endroit, c'est sur une promenade, il n'y a pas de voiture qui passe, on est entouré d'arbres, de plantes, de jardins, de fleurs, donc c'est vraiment trop cool. Et donc j'ai vendu mon ancien restaurant, donc Tempero, pour pouvoir avoir les fonds pour ouvrir ici. Alors c'est tombé tellement bizarrement parce que j'ai signé l'achat de cet endroit de Nosso, donc le 1er février 2020. Ouais. Et j'ai fait le dernier service chez Tempero le 14 février 2020. Donc voilà. Donc ici, chez Nosso, le dernier service de Tempero le 14 février 2020. Donc Nosso n'avait aucune période de référence. Donc aucune aide de l'État. Ouais, c'est ça. Et Tempero, du coup, j'ai cédé l'entreprise. Donc du coup, quand le Covid est arrivé 20 jours plus tard, le 16 mars 2020, j'étais là, bon, d'accord, ça va durer 2 semaines. Tu pensais ouvrir combien? Février. Non, je pensais ouvrir au mois de juin. D'accord. Tout était prévu pour juin. J'avais même des réservations déjà de privatisation pour juin 2020. Parce qu'on a une belle terrasse, plan sud. Donc on avait très lumineux. C'est très lumineux. C'est vrai, tout est en vert. Tout est ouvert. Voilà, plus, donc j'avais déjà tout prévu pour juin. Et puis le Covid est arrivé. J'étais, mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire? Bon, le président dit que c'est 2 semaines de fermeture. On connaît la suite. On connaît la suite. Et donc, j'ai passé 15 mois un peu sans trop comprendre pourquoi ça m'arrivait, quoi. Donc, pour vous la faire courte, j'ai vendu Tempero. Ici, j'avais pas de référence. Le pays s'est arrêté complètement. J'étais
TNS, c'est ce qu'on appelle travailleurs non salariés chez Tempero. Pas le droit au chômage. Pas de chômage, ouais. Donc, tout mon argent était bloqué parce que quand on vend une entreprise, il y a une période de séquestre qui normalement doit durer 3 mois. Dans mon cas, ça a duré 8 mois, 9 mois. Voilà, donc du coup, aucune aide de l'État, 0. Donc, j'étais là, bon, bah d'accord, ok, très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'étais un petit peu embêtée. Est-ce que ça aurait pu remettre en cause le projet, l'ouverture de Nosso? Alors, quelqu'un d'autre, je pense, aurait baissé les bras. Mais, enfin, non, parce que du coup, j'étais engagée. En fait, je pouvais rien faire, quoi. Voilà, j'étais obligée de payer un loyer, de payer un crédit bancaire, de payer un courant. Voilà. Donc, j'avais quand même des charges qui étaient très élevées. Le lieu, il fait quand même 120 mètres carrés. C'est ça, hein. c'est 120 mètres carrés, emplacement numéro 1 à Paris. Voilà. C'est pas un petit loyer. Le crédit bancaire, c'est pas un petit non plus. Voilà. Pour monter tout ça, il fallait quand même passer à la banque. Donc, bah, voilà. J'ai tout recommencé de zéro. En fait, à 43 ans, tout ce que j'avais économisé jusqu'à présent, tout, bah, j'ai mis là. Donc, j'ai redémarré de zéro et avec quand même une très grande conviction que ça va marcher, que ça va bien fonctionner. Et je n'ai aucun regret. Je suis très, très heureuse. J'adore mon lieu. J'adore ce que je sers tous les jours. Et au point d'avoir de nouveaux projets même. Au point d'avoir, voilà, mais c'est un truc de malade. Le problème avec moi, c'est que voilà, donc du coup, j'ai l'opportunité d'avoir un lieu juste à côté pour faire une épicerie. Donc au final, je remets le couvert quelques mètres plus loin. Et le but, c'est de faire une jolie épicerie avec des super légumes, des super produits et pouvoir faire des petits menus où je pourrais faire un petit prix de 15 € parce qu'on est dans un quartier populaire et que si c'est pas très cher, les gens vont pouvoir aller manger et pouvoir m'amuser un peu chez Nosso et mettre un petit menu. Finalement un peu l'offre et pouvoir rentrer dans mon envie qui est la bonne cuisine qui doit être accessible à tout le monde. Donc voilà, c'est le but, quoi. Et l'ouverture est prévue pour? Bah, j'espère dans 3-4 mois. Okay. Voilà, il y a un peu de travaux à faire, comme vous pouvez voir, mais ça va venir. Si on revient sur les produits et tes engagements autour justement du bien manger, mais voilà, avec des produits bio, comment est-ce que tu travailles avec tes fournisseurs justement? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors moi, je travaille avec, on va dire 90% peut-être de ma matière première vient de région parisienne ou de France. Région parisienne, elle est pour 80%, ça c'est sûr, de toutes les matières premières. Donc je travaille avec la ferme de Saint-Denis, je travaille avec la ferme de Sainte-Colombe. J'ai travaillé avec Biovor qui me va chercher bio, il y a une région parisienne qui me ramène. Je travaille avec du porc de région parisienne. Et comment tu as trouvé tout ça, justement, tous ces fournisseurs? Bah, 8 ans de métier, quoi. Enfin, voilà. Au départ, j'ai commencé avec un label qui s'appelle Produits d'ici, cuisinés ici, il y a très longtemps. Et donc, eux, ils ont fait la liste de tous les gens à côté qui ont des fermes et tout ça. On était 10 restaurants à l'époque qui faisaient ça. C'était vraiment mignon. Et du coup, quand ils ont vu, moi, j'allais faire la cueillette avant. Parce que Tempero, c'était tout petit. Donc, j'allais dans une ferme à Juillan-Josas, juste à côté de la chaussée. J'allais là-bas faire ma cueillette. Et du coup, j'ai parlé de ça à quelqu'un, qui a parlé à quelqu'un. Donc, ils sont venus me voir. Alessandra, tu fais ça, mais c'est vachement bien. On va en parler et tout. Et donc, du coup, ils m'ont donné ce label. Ils m'ont présenté aux autres 9 autres restaurants. On a fait un repas tous ensemble. Ça, je parle de ça il y a 10 ans. Hein. Oui. Et après, on a rencontré les producteurs qui étaient aussi dans le label. C'était un peu comme le collège culinaire maintenant, mais le collège beaucoup plus grand. Ouais. Et en fait, j'ai pu rencontrer plus de producteurs et découvrir plus de gens. Et en fait, le réseau a commencé à augmenter. Et après, il y a le collège culinaire que j'ai très rapidement adhéré. Et donc, on reçoit tous les mois une liste des nouveaux adhérents et de tous les adhérents. Donc, on voit, ah bah lui, il fait un beurre de dingue. Ah bah lui, c'est... Voilà. Et donc, on passe commande comme ça.
C'est un Voilà. réseau vertueux. Un réseau vertueux de fournisseurs et de restaurateurs, quoi. Donc, on connaît les producteurs de qualité et nous, on est considérés restaurants de qualité. Donc, évidemment, on va privilégier les fournisseurs de qualité. On va pas acheter ailleurs. Donc, si on fait un peu le bilan aujourd'hui de ton parcours de chef et de chef propriétaire, donc de restauratrice, est-ce que tu as l'impression que le fait d'être une femme, ça a eu un impact sur ce parcours justement, sur ce cheminement professionnel? Je ne sais pas si c'est vrai que parfois on peut quand même se dire que c'est plus facile si on est un homme. Par exemple, typiquement, quand je me suis présentée à la banque pour demander un crédit bancaire pour ici, ma banquière, elle était très critique du fait que j'étais seule, mais je vous trouve un peu maigrichonne quand même. Vous êtes sûre que vous êtes en bonne santé? C'est pas vrai. Ouais, alors que ma banquière voyait que Tempero marchait très bien, que j'avais toujours de la trésor, que je finissais tous les ans en positif, que tout allait bien. Et là, c'est quand même, vous avez demandé un gros montant. Je vous trouve maigrichonne, hein, Madame Montagne. Vous êtes sûre que... J'étais choquée. Quel scandale. Scandaleux, hein. Elle aurait jamais osé demander ça à un homme, quoi. D'où le physique, enfin, quelle est Bah l'importance? oui, j'ai lui dit, j'ai été en train de me justifier parce que j'étais tellement choquée. Non, mais je suis en bonne santé, je vous assure. Vous savez, j'ai fait beaucoup de sport, c'est pour ça que je suis très mince. Mais j'ai des muscles. Et après, à un certain de là, je suis conne, pourquoi je me suis justifiée comme ça, n'importe quoi. Mais bon, voilà, après, j'étais trop dégoûtée, quoi. Je me suis sentie tellement mal. Et puis, très bien, je mets des talons maintenant, comme ça, elle va pas voir que je suis Ah, c'était affreux. Et après, oui, la question, est-ce qu'elle aurait fait ça à un homme? Je crois pas. Je ne crois pas. Donc, le fait est que, de toute façon, j'ai eu mon crédit bancaire, et tout va bien. Donc, la preuve en est-il, voilà, le seau est là, est bien vivant, qui se porte très bien. Mais oui, je pense qu'être une femme, ça peut quand même parfois. Les gens sont peut-être plus frileux. C'est ça. Et sur la place des femmes dans le monde de la gastronomie en général, quelle vision tu en as? Est-ce que tu as l'impression que les choses avancent un petit peu? Alors, les choses avancent parce qu'il y a de plus en plus de femmes excellences qui deviennent chefs, qui prennent des brigades, qui prennent des responsabilités. Donc, ça avance quand même. Si vous regardez 10 ans en arrière, les filles un peu comme moi qui décidaient, enfin, on n'était pas nombreuses, quoi. Ça faisait un peu peur. Aujourd'hui, c'est comme si les femmes se permettaient de rêver. Voilà, je peux le faire. Je me permets de le faire. Mais avant, c'était quand même... c'était un métier très masculin. Ouais. Très masculin. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui nous écoute et qui aurait envie de se lancer? Ah, vas-y, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est un métier qui est extraordinaire. Évidemment, c'est pas facile, mais quand on fait avec passion, on voit pas le temps passer. Il y a rien de difficile quand on fait avec amour et avec passion. Voilà. C'est si la personne a envie, mais il faut même pas hésiter une seconde, quoi. Il faut y aller. Je pense que ton parcours parle de lui-même et va donner du courage à, voilà. Alors, prenez et d'auditeurs. Prenez Alessandra Gomez. Du coup, il y a 22 ans, il y a 1999, 21 novembre 1999, qui avait un visa étudiant et 0 € en poche. Voilà, il faut juste regarder ça et puis voir maintenant, quoi. Donc, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Après, évidemment, le prix qu'on donne à ça, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre dedans? Qu'est-ce qu'on est prêt à y laisser? Quand on est prêt à y laisser beaucoup de choses, dont une partie de soi, parce que ma vie est ici, quoi. Je suis mariée avec Nosso, je vis, je respire Nosso coule dans mes veines. Et j'aime ça. Ce n'est pas un effort. J'adore ça. Quand on est prêt, quand on veut, il n'y a pas de problème. Tout est possible. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent? Justement, tu parlais de cette nouvelle génération de chefs qui prennent des brigades, qui prennent le pouvoir. Est-ce que y en a que tu as envie de citer? Ah ben, de femmes chefs, il y en a plein. J'adore Dominique Rhin, j'adore Anne-Sophie Pic, Adeline Grattard, par exemple, qui était pour moi un modèle. J'ai travaillé chez elle et j'ai vu, avec une petite fille, à l'époque, Nina avait l'âge de la mienne, 3-4 ans.
Donc, elle avait un resto étoilé où elle bossait H24, quoi. Donc, cette femme, moi, j'ai dit, bon, elle le fait, c'est bon. Moi, je peux faire. Alors, c'est une des femmes qui m'a dit, bon, c'est possible. D'accord, c'est bon, on peut le faire. Évidemment, toujours la question, qu'est-ce que je suis prête à y laisser? Oui. Voilà. Être conscient de ça. Mais... Être conscient que c'est pas facile. Ça, c'est pas, on travaille pas 35 heures et RTT. Je n'ai même jamais entendu parler de ce mot dans la restauration. Voilà, il faut être prêt à bosser comme on a acharné, quoi. Alessandra, on va passer à la dernière partie de l'interview. Oui. Le questionnaire Girls in Food. Des questions pour mieux te connaître. D'accord. Quel est ton dernier coup de cœur food? Ah là là, il y en a quelques-uns. Alors, je suis dingue de restaurant Kansou. J'adore aller là-bas. Mais un vrai coup de cœur, vraiment, où j'ai mangé, je tournais de l'œil. C'est les tripes du restaurant de Pasolini. Ah ouais, j'adore. Trop bon. Hyper simple, mais vraiment hyper gourmand, quoi. Est-ce qu'il y a un plat qui résume ton enfance? Le poulet de ma grand-mère avec une sauce. C'était pas forcément le poulet grillé, c'est le poulet avec une sauce, avec du gombo et avec du maïs. Vraiment, je suis à la maison là, je suis petite et je mange assise par terre. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté que tu n'as jamais oublié? Oui, alors la première fois où j'ai mangé le riz de veau à l'atelier de Joël Robuchon, il y a 1000 ans, très longtemps en tout cas. C'était incroyable. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes? Je déteste les trucs bizarres, genre tête de veau, bigorneau, des trucs comme ça que les Français adorent. Je comprends même pas comment vous aimez ça. Escargot, non, je peux pas. Voilà, merci, non. Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine à la maison? Mon truc préféré dans la vie, c'est les betteraves. Je suis dingue de betteraves. En fait, je suis dingue de l'odeur de la terre. Quand il pleut comme ça, quand tu es à la campagne et que l'odeur monte, j'ai l'eau à la bouche, j'ai envie de goûter la terre. C'est trop bizarre, je suis pas normale. Donc, j'adore la betterave. Et à la maison, quelle est ta recette fétiche? Je fais tout le temps des haricots. Donc, des haricots de toutes les formes, de toutes les couleurs. Voilà, j'adore les haricots. Donc, je haricots cuisine. secs, c'est ça? Secs, verts. D'accord, oui. Les haricots, j'adore les haricots. Donc, je fais souvent, au moins 2 ou 3 fois par semaine, je cuisine des haricots. Qu'est-ce que tu écoutes quand tu cuisines? Alors, soit j'écoute de la musique brésilienne, soit j'écoute des podcasts, je suis toute seule avec mes potes, soit je parle avec mes copains, ça dépend si je suis accompagnée. Quel serait le resto de ta vie s'il n'en restait qu'un? De toute ma vie? Ton restaurant préféré de tous les temps? Alors, de tous les temps... j'adore le restaurant Gabriel de Jérôme Banquetel. J'adore sa cuisine. Pour moi, c'est émouvant. J'adore manger tout ce qu'il fait. C'est trop bon. Est-ce qu'il y a un restaurant que tu rêves de découvrir? Oui, je ne suis jamais allée manger au restaurant d'Yannick Aleno, encore aux 3 étoiles, alors que j'adore. Je suis allée plusieurs fois apprendre des trucs chez lui et c'est mon rêve d'aller manger. À quelle femme tu passerais le relais au micro de Girls in Food? Amandine Chénier. J'adorerais la connaître plus en profondeur. Alors, c'est une copine, on se connaît, mais c'est vrai qu'on se pose pas de questions profondes. Et là, je pense que ce serait cool de savoir. Rendez-vous est pris. Oui, Amandine Chénier, c'est toi la prochaine. Attention, copine, je vais écouter. Merci beaucoup, Alessandra. Merci. À bientôt. À bientôt. Chez Nosso, bien sûr. Oui. Un grand merci à Alessandra Montagne pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.